Bon, on va être obligé de jongler du coup. Attention. Eh, c'est bon. C'est bon, on peut y Il y aller. a des jours comme ça. On peut y aller, c'est bon. C'est pas souvent, hein. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue au bar de l'économie. Un grand sujet aujourd'hui, comment les sourds et les malentendants peuvent mieux arriver à communiquer, en particulier avec les institutions. Oui, c'est toujours elles qui font avancer la société. Nous allons donc vous présenter ce matin cette solution très astucieuse et qui fonctionne. Vous allez entendre avec les témoignages du jour. Et puis, nous sommes mercredi. Un gros point sur l'actualité internationale avec Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, qui reçoit d'ailleurs à 10h un diplomate, Yves Aubin de la Messusière. Et donc, nous sommes toujours en direct. Vous pouvez interagir sur la vidéo live Facebook. Vous allez sur la page barre de l'économie. Et puis, bien sûr, vous nous écoutez toujours en FM 98.0 et la web radio IDFM 98.fr. Cliquez sur la flèche bleue pour nous entendre de partout dans le monde. Alors, Julien Allard, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur de Delta Process qui a lancé les produits ACO et Tadeo, cette solution pour les sourds et malentendants. À vos côtés, Dominique Ricolfi-Bouvel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de la petite enfance, de la santé et du handicap. Et vous êtes accompagné de Philippe Caron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du CCAS, comme on dit, le Centre communal d'action sociale de la ville d'Enghien-les-Bains. Et tous les deux, vous utilisez cette solution. Vous l'avez mise en place dans beaucoup de services de la ville d'Enghien. Donc, vous allez témoigner en direct. Et puis, bien sûr, Julien Allard va nous expliquer comment ça fonctionne. Mais tout de suite, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. Alors, aujourd'hui, en ce début d'année, je vous propose de revenir sur 3 événements internationaux de l'année 2019 avec Pascal Boniface, le directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, à qui des étudiants ont posé 3 questions. La première porte sur un événement qui s'est déroulé il y a pile un an, le 23 janvier, souvenez-vous. Juan Guaido, au Venezuela, s'autoproclame président. Il est reconnu par les États-Unis tout de suite, mais les Européens et la France ne l'auront connu que 8 jours plus tard. Alors pourquoi ? Eh bien, Pascal Boniface va répondre. Et en plus, depuis cette année, Juan Guaido se prévaut à nouveau de sa fonction de président du Parlement pour revendiquer le statut de président par intérim du Venezuela, car il n'est pas parvenu à évincer le président socialiste qui continue à jouir du soutien de l'armée et de ses alliés cubains, chinois et russes. Et puis en plus, donc ça s'est passé hier, la main droite levée, Juan Guaido a prêté serment en tant que président de l'Assemblée nationale, poste donc, comme je le disais, qu'il occupe depuis un an. Il a été reconduit par 100 députés. Et son rival, Luis Parra, a lui aussi prêté serment dimanche. Alors la deuxième question que nous posons à Pascal Boniface, c'est à propos des USA. En février dernier, les USA ont quitté le traité INF. Alors, va-t-il y avoir une course à l'armement et quel objectif pour les USA de ne pas avoir de contraintes internationales, c'est-à-dire de signer le moins de traités possible? Eh bien, ça vous permettra de comprendre un peu mieux l'escalade de violence entre l'Iran et les USA, puisque vous avez dû entendre que cette nuit, eh bien, l'Iran a frappé 2 groupes de soldats basés en Irak. Et puis enfin, la troisième question que nous posons à Pascal Boniface, eh bien, c'est à propos de la visite du pape François aux Émirats arabes unis. Pour la première fois dans l'histoire du Vatican, un pape s'est déplacé au Moyen-Orient. Eh bien voilà, on l'écoute tout de suite. Le 23 janvier, Juan Guaido, président du Parlement vénézuélien, s'autoproclame président. Il est immédiatement reconnu par les États-Unis et le groupe de Lima comme tel. Puis, après 8 jours d'ultimatum, les pays européens suivent la marche. Comment interpréter cela de la part des pays européens et en particulier de la part de la France de reconnaître Juan Guaido comme président par intérim? Oui, on peut s'étonner de cette décision parce qu'en fait, il est difficile d'apparaître comme médiateur dans un conflit entre Guaido et Maduro et de prendre parti pour Guaido. Et dans cette affaire, la France et l'Europe a donné un peu le sentiment d'être plus suiveurs que moteurs. Suiveurs non seulement du groupe de Lima, mais également de la décision des États-Unis. Or, suivre les États-Unis et suivre Donald Trump sur un sujet latino-américain peut paraître un peu une perte de substance et un signal quand même pas très positif en termes d'indépendance, surtout que
on connaît l'attitude de Trump par rapport à l'Amérique latine, par rapport au Venezuela, et le renfort récemment dans l'équipe de Bolton d'Elliot Abrams, un ancien des guerres en Amérique centrale qui a beaucoup de sang sur les mains, ne calme pas cela. Et donc on peut regretter que la France n'ait pas plus milité pour le soutien à la médiation mexicaine, à la fois parce qu'elle paraît donner une vraie alternative plutôt qu'à une confrontation directe, et soutenir de façon aussi forte Guaido et prendre parti pour lui pourrait revenir à le rendre encore plus intransigeant et écarter une éventuelle solution, négocier entre les deux protagonistes, ce que cherche à faire le Mexique. Et puis par ailleurs, soutenir la médiation mexicaine aurait été pour la France un moyen de développer un contact avec ce grand pays d'Amérique latine, au moment où le Brésil risque de s'absenter de la scène internationale du fait du programme, de la personnalité de Bolsonaro. Donc là, on peut dire qu'il y a certainement une occasion manquée, aussi bien en termes particuliers pour le Venezuela que pour cette alliance des forces multilatéralistes que prône la France et qu'elle n'a pas pratiquée en la matière. Vous évoquiez la stratégie nord-américaine. Comment expliquer que Mike Pence et Donald Trump évoquent régulièrement des menaces d'intervention militaire alors qu'ils prônent en parallèle l'isolationnisme? Oui, effectivement, c'est un peu contradictoire de dire on se retire d'Afghanistan, on se retire de Syrie et on est prêt à intervenir au Venezuela. Alors on peut penser que d'une part, il y a le côté précaré, il y a le côté backyard, les Américains se sentent chez eux dans cette région. Il y a aussi le côté que Maduro, qui succède à Chavez, est une sorte de punching ball assez pratique et assez emblématique pour les Américains, et que par ailleurs, on peut aussi penser qu'il n'y aura pas d'intervention militaire américaine, que c'est une menace qui est agitée, qui est plus verbale que réelle, parce qu'il n'est pas certain que les Américains prennent le risque d'intervenir dans une intervention qui serait nécessairement risquée. C'est pas non seulement mais c'est aussi, les milices, et donc il y aura nécessairement des pertes américaines. Donc on peut penser qu'il y a le tropisme classique latino-américain qui fait, les Américains pensent qu'ils sont chez eux quand on intervient, le côté un petit peu répulsif que peut avoir Maduro pour le public américain, mais aussi on est plus dans le « retenez-moi ou je fais un malheur » que dans le « je vais vraiment intervenir ». À l'échelle internationale, le cas du Venezuela est extrêmement clivant. Quels sont les enjeux entre les pays pro-Maduro et anti-Maduro? C'est simplement le regime change. Qu'est-ce qui oppose les uns et les autres? C'est les pays qui pensent que l'on peut changer de régime par la force ou par la pression, et puis ceux qui sont opposés au changement de régime par nature. Et donc là, on a effectivement un nouveau clivage, c'est vraiment the West versus the Rest. Il y a d'un côté les Occidentaux et les pays pro-occidentaux en Amérique latine, avec, on le constate, un glissement à droite de l'ensemble du continent latino-américain. Il y a eu un glissement à gauche du continent latino-américain au début du XXIe siècle. De nouveau, il est à droite, voire très à droite, voire à l'extrême droite pour le Brésil. Et puis, il y a de l'autre côté les actuels, les habituels adversaires de l'Ouest, la Russie, la Chine, qui sont vraiment très attachés au non-changement de régime, surtout s'ils sont animés par des forces occidentales, et puis aussi la Turquie, l'Iran, pour les mêmes raisons. Merci beaucoup. Donc on va passer à une question un peu plus sur le continent européen. Au début du mois de février, les États-Unis ont décidé de quitter le traité INF. Ils ont été suivis par la Russie, qui étaient les deux membres qui ont créé ce traité. La première question, c'est est-ce que cette disparition va engendrer une course à l'armement entre les deux pays? Malheureusement, la course aux armements existe. Les Américains avaient un budget militaire de 600 milliards de dollars sur 1700 milliards de dollars de dépenses militaires mondiales. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a augmenté 2 fois de 60 milliards en 2 ans. On en est maintenant à 717. Donc la course aux armements, elle existe. Tous les pays se réarment dans le Golfe, en Asie et en Europe, puisqu'on monte à 2% du PIB les dépenses militaires. Mais là, casser ce traité, qui était un traité emblématique, rappelons qu'il a été signé en 1987 par Reagan et Gorbatchev, que c'était vécu comme le premier pas vers la fin de la guerre froide, puisque la bataille des hydromissiles était la bataille emblématique entre l'Est et l'Ouest dans les années 80. Donc briser ce traité veut dire que les États-Unis renoncent à l'arms control, qu'ils sont contre la maîtrise des armements et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de limites juridiques et de limites d'arms control sur leur arsenal. Donc effectivement, c'est un signal très négatif de relance de la course aux armements et surtout de refus de la maîtrise des armements. Rappelons quand même que la maîtrise des armements existait du temps de la guerre froide et que ça a été vu comme une façon de gérer de façon, disons, maîtrisée les relations
entre l'URSS et les États-Unis. Il y a deux pays qui ont dénoncé un traité d'arms control. Ce sont les États-Unis par deux fois, en 2001 pour le traité signé en 72, le traité SALT I, qui était vraiment le symbole même de la détente, et puis maintenant ce traité qui était le symbole de la sortie de la guerre froide. L'autre pays, c'est la Corée du Nord qui a dénoncé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, et donc mettre la Corée du Nord et les États-Unis dans le même sac, c'est un cousinage quand même pour le moins curieux. Vous avez parlé donc que le traité INF est un symbole de la fin de la guerre froide. Donc, est-ce que la disparition de ce traité peut supposer l'hypothèse d'une nouvelle guerre froide entre la puissance russe et américaine? Alors, pas de nouvelle guerre froide dans la mesure où la Russie n'est pas l'Union soviétique. Il n'y a plus de pacte de Varsovie, qu'il n'y a plus de base à Cuba, au Vietnam, de présence militaire un peu partout. La Russie est très réduite comme puissance par rapport aux États-Unis, mais en tous les cas, il y a un langage de guerre froide, il y a effectivement une confrontation, et on voit que les États-Unis veulent s'affranchir des règles collectives qu'ils avaient acceptées au fur et à mesure, et que des gens qui, de Reagan à Nixon, n'étaient pas considérés comme des colombes ni comme des faibles dans la relation avec l'Union soviétique avaient accepté. Donc, comme je l'avais dit dans l'introduction, les États-Unis ont été le premier pays à quitter le traité. Quel est l'objectif derrière cette décision assez importante, et surtout, quel est le lien avec l'autre traité qui est en question? C'est que les États-Unis ne veulent pas prolonger le traité qui a été signé en 2010 de New START. Oui, simplement, c'est que les États-Unis veulent pouvoir avoir un arsenal qu'ils façonnent à leur manière, selon leur volonté, sans aucune contrainte internationale. C'est finalement la grande vague américaine de dire on ne veut pas de contrainte internationale, pas d'UNESCO, pas de traité de Paris sur le climat, pas d'accord nucléaire avec l'Iran, etc., etc. Donc il y a une volonté, disons, de n'avoir aucune contrainte internationale qui est vue comme une atteinte inacceptable à la souveraineté américaine. On est dans un unilatéralisme débridé. Les États-Unis ont toujours eu une politique très unilatérale, mais là, avec Donald Trump, c'est poussé réellement à son paroxysme. Donc le fait d'avoir un accord avec un autre pays est perçu par l'actuelle présidence américaine et par l'appareil d'État américain comme étant une atteinte réellement inacceptable à la liberté et au choix libre du peuple américain. Donc on peut supposer qu'il n'y a pas un futur plan pour négocier un nouveau traité qui pourrait intégrer d'autres puissances nucléaires, comme par exemple la Chine. Alors on pourrait effectivement penser, puisque la Chine était exclue de ce traité, qui était un traité bilatéral soviéto-américain, à l'époque où la Chine n'avait pas la puissance qui est la sienne, puisque le traité a été signé en 1987. Mais je vois mal aujourd'hui les États-Unis se lancer dans une négociation, tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils sont les plus forts, ils pensent qu'ils peuvent distancer leurs adversaires. Ça a toujours été d'ailleurs le drame de la course aux armements. Chacun pense qu'il a une meilleure foulée, un cœur plus solide et qu'il va distancer l'autre. Et on a vu dans le passé que c'était pas le cas. Et là, les Américains vont se retrouver confrontés aux défis chinois très rapidement. Merci beaucoup. Donc on va maintenant passer à la troisième thématique, sur le sujet de la visite du pape François aux Émirats Arabes Unis. Donc juste pour recontextualiser, donc sur un fond de guerre et de crise humanitaire au Yémen, le pape François a entrepris depuis dimanche dernier une visite aux Émirats Arabes Unis qui dure quelques jours, qui notamment est marquée par une messe de plus de 130 000 fidèles, mais aussi une rencontre avec le prince héritier d'Abu Dhabi et une rencontre interreligieuse. C'est pas la première fois qu'un pape se déplace à l'étranger, c'est même assez fréquent, notamment le pape François, mais dans la péninsule arabique, c'est la première fois qu'un pape s'y déplace. Et notamment dans le cadre d'une visite diplomatique. Donc, dans un premier temps, concernant justement cette diplomatie du Vatican, comment on peut la définir? Sur quel axe repose-t-elle et sur quelle force aussi repose-t-elle? Elle repose sur un corps diplomatique extrêmement développé. Le Vatican a certainement l'un des réseaux diplomatiques les plus étendus et avec une vraie expertise. C'est-à-dire qu'en termes de renseignement, en termes de connaissance des situations, très certainement, le Vatican a des diplomates de très haute qualité. Et donc, c'est une diplomatie qui est reconnue mondialement pour la qualité de son expertise et pour la qualité de sa médiation. Bien sûr, il n'y a pas de volonté de conquête, celle des âmes peut-être, mais pas d'un point de vue territorial direct. Et donc, le Vatican a une diplomatie d'influence culturelle, religieuse, politique et se présente comme une puissance médiatrice qui, sur certains points, a réussi effectivement à exercer en très grande discrétion, parce elle est également, alors il y a à la fois le côté spectaculaire des visites papales,
parce que c'est effectivement, ça rassemble des millions de personnes très régulièrement, et en même temps le caractère très discret de l'influence du Vatican. Et justement, dans ce cadre donc d'une visite aux Émirats Arabes Unis, sur le fond de la guerre au Yémen, dans quelle logique cela s'inscrit-il et quels sont les objectifs que cette visite engendre? Alors, le pape François s'est donné comme mission prioritaire ou importante le dialogue des civilisations et le fait effectivement de s'éloigner des thèses du choc des civilisations et de montrer que le dialogue interreligieux peut être un axe essentiel de l'amélioration des relations entre le monde musulman et le monde occidental. Et donc de mettre le dialogue religieux au service d'un dialogue de civilisation, pour montrer que la religion n'est pas quelque chose qui désunit et qui oppose les uns et les autres, mais qui au contraire peut les rapprocher dans la différence des religions. Et donc il est d'ailleurs assez cohérent parce qu'il a toujours refusé les discours de haine, d'exclusion que certains, se réclamant de la foi catholique, avaient envie de porter par rapport à l'islam, et en ce sens-là, il est vraiment très cohérent. Et donc il veut effectivement marquer cette différence, être très actif. Il est effectivement, c'est un diplomate, il a, malgré une santé légèrement défaillante, il est très actif sur la scène internationale, et il veut s'imposer effectivement comme l'homme de la paix, l'homme du dialogue. Et par rapport à la guerre du Yémen, effectivement, on peut dire qu'il n'a pas mâché ses mots, et que, sachant l'implication des Émirats Arabes Unis dans la coalition qui est néanmoins dirigée par l'Arabie Saoudite, il a appelé très nettement à une trêve, à une pacification. Et c'est ça aussi qui distingue peut-être le pape François de ses prédécesseurs ou d'autres représentants, c'est qu'il a toujours un langage non pas agressif, mais en tout cas de vérité. Et il dit les choses de façon ferme à ses interlocuteurs. C'est toi qui es pas réalisé. Et justement, dans le cadre, donc vous mentionnez l'Arabie Saoudite dans l'alliance avec les Émirats Arabes Unis dans le cadre de la guerre au Yémen. L'Arabie Saoudite est un des rares pays à ne pas entretenir de relations diplomatiques avec le Vatican. Donc, dans l'approche des Émirats Arabes Unis, comment on peut interpréter le fait de recevoir justement le pape dans le cadre de la guerre au Yémen? Les Émirats Arabes Unis ont quand même pour volonté, c'est un pays qui est très puissant, très dynamique malgré sa faible taille, qui est très riche et qui veut être actif. Et donc il y a une double rivalité entre les Émirats Arabes Unis. C'est la rivalité du Qatar qui se manifeste y compris dans le football avec le duel PSG-Manchester City, mais également de l'attitude par rapport aux frères musulmans, l'attitude par rapport... Et en même temps, les Émirats Arabes Unis, dont le prince héritier est, paraît-il, largement l'inspirateur du prince héritier d'Arabie Saoudite, veulent également montrer qu'ils ont une diplomatie qui n'est pas uniquement dans les pas et dans la foulée de l'Arabie Saoudite. Et donc, en recevant le pape, on peut dire qu'ils réussissent un très beau coup diplomatique, puisque toutes les attentions sont portées sur eux et qu'ils se distinguent donc de l'ensemble des pays du Golfe et qu'ils se présentent comme une nation ouverte. Et en termes de communication, c'est effectivement une très bonne opération pour les Émirats Arabes Unis. Est-ce que l'accueil du pape François aux Émirats Arabes Unis par rapport à ses rivaux qataris et son allié saoudien, est-ce qu'on peut interpréter ça comme une ouverture, comme une volonté de dialogue sur la question yéménite avec les pays européens? Non, elle ne passerait pas par le pape, cette volonté de dialogue, et on peut penser que certainement les responsables émiratis se seraient dispensés des remarques du pape sur le Yémen. Ils ont là-dessus leur agenda, effectivement, ils sont un peu mis sous pression, mais ce n'est pas parce qu'ils reçoivent le pape qu'ils avaient un enjeu yéménite en tête. Donc on n'attendrait pas d'une réelle avancée au niveau de la résolution du conflit au Yémen? Si, il peut y avoir une avancée, mais qui tiendrait à d'autres motivations, à d'autres raisons, qui tiendrait d'une part à l'enlisement de la coalition au Yémen. On parle de plus en plus d'un Vietnam saoudien, donc il n'y a pas de succès militaire. Et finalement, quand vous intervenez militairement depuis 3 ans et demi et que vous ne gagnez pas, vous montrez plutôt un échec. Et donc il y a en plus des critiques de plus en plus nourries de cette intervention pour les questions humanitaires. Et donc il est temps effectivement de trouver une porte, une issue, une scie de secours pour les pays puissances qui interviennent. Mais l'affaire du pape est dans un autre cadre. Je vous remercie pour ces réponses et donc on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles questions et de nouvelles thématiques. Avec plaisir. Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être.
pas le mois prochain, ce sera la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu dis? Ce ne sera pas le mois prochain qu'on retrouvera pour différentes questions, ce sera la semaine prochaine. Dis donc, c'est vachement fort dans les écouteurs là. Qu'est-ce qui se fait? C'est toi? C'est pour les sourds là. Il y a peut-être un Évidemment, casque. c'est avec ce genre de démarche qu'on a besoin de travailler. Il y a peut-être un casque qui est fort par là. Alors le casque. Doucement, vous allez Pardon, tout mettre. oh là là. Oui, c'est vous nous le cassez. Je suis désolée là. Vous pouvez pas trop mettre ça, sur oui. vos oreilles Ça pour nous parler. savait. Non, non, mais c'est Non, non. là, vérifier. C'est à mettre sur Non, vos c'est pour oreilles. vérifier si Quand vous c'était parlez. pas Non, fort. mais mettez-le. Oui. D'accord. Comme ça, Parce vous allez qu'on a vous le retour. entendre parler. On a le retour. Comme ça, Ah vous oui, voyez. c'est fort là. Ah oui, Non, il est non, fort. mais vous pouvez baisser Il faut là. régler là. C'est Là, ici. là. Ça doit être. Tiens, mettez-le voir. Dites-moi. Ça va mieux là. Et là, oui. Plus bas peut-être encore. Voilà, c'est mieux ça. Je suis pas encore sourde, c'est bon. C'est bon. Voilà. Vous avez les petits boutons pour régler la sonorité. Hein. C'est bon. C'est pour vous entendre quand vous parlez au micro. Comme ça, dès que vous vous déportez, vous voyez que vous êtes à côté. Ça va me servir à moi. Avec ma voix. Bah, vous avez une grosse voix, une voix bien forte, c'est bien. Oui, Ça va aller. Tous les deux, là, c'est les femmes qui ont plus de... C'est nous qui avons des petites voix. Bah oui, on a des petites voix. Bah, heureusement. Oui. Il y a beaucoup de voix, d'ailleurs, d'hommes qui font peur aux enfants. C'est vrai, les voix Hein basses. Bah, bizarrement, je vous rassure, moi, les enfants, ça les a plutôt rassurés. En général, j'ai de bons contacts avec les enfants. Ah, vous en avez 3, ils sont habitués, les Ah, bah, vôtres. les miens, ils sont habitués. Oui. C'est leurs amis, j'ai l'impression que ça les rassure un peu, cette voix. Ouais, c'est possible. Ouais. Moi, j'aime bien les voix graves, c'est de la chance. Donc, c'est Ouais, on va y aller là. Allez, on y va. Au bar de l'économie, vous venez d'entendre Duke Ellington avec un de ses titres, et notamment Chinoiserie, très, très connu. Bien sûr, c'est le début de l'année, on est encore avec un peu de jazz et non pas les titres nouveaux de l'année. Alors aujourd'hui, on parle d'une solution astucieuse et qui fonctionne très bien pour les sourds et malentendants. Comment pouvez-vous mieux arriver à communiquer, en particulier avec les institutions? Et pour cela, je reçois Dominique Ricolfi-Bouvel, chargée de la petite enfance, du handicap et de la santé à la ville d'Enghien-les-Bains, et Philippe Caron, directeur du Centre communal d'action sociale, toujours bien sûr de la ville d'Enghien, et Julien Allard, le directeur de Delta Process, qui a lancé ce produit ACO et Tadeo. Alors justement, Julien Allard, on va commencer avec vous, si vous voulez bien. Expliquez-nous un peu cette opportunité qui s'est offerte à vous de créer cet outil, j'allais dire cet outil numérique, hein, on peut dire, à la fois visuel et numérique, qu'est ACO Tadeo, avant de le détailler, parce qu'en fait, à la base, vous êtes une société qui fait de l'architecture. Tout à fait, de l'architecture commerciale. Notre métier d'origine est d'accompagner de grandes enseignes à déployer leur concept d'architecture de magasin sur tout le territoire. Donc ça, c'est une activité qui fonctionne depuis 1993. Tout à fait. Et que vous continuez encore. Donc vous avez 2 activités parallèles qui n'ont rien à voir finalement au départ. On peut penser que ça n'a rien à voir l'une avec l'autre. Complètement, on peut penser que la surdité et l'architecture n'ont aucun rapport, mais dans le cadre du bâti, dans le cadre de l'activité d'un établissement, pour le coup, ça se rejoint. Alors comment ça s'est rejoint justement? Expliquez-nous le fondement de cette solution qu'on va détailler dans quelques secondes. Alors, pour vous expliquer en quelques mots, donc en fait, on a créé un personnage interactif pour une grande enseigne de téléphonie mobile. Et on a implanté donc ce personnage interactif, un avatar sur des écrans numériques dans des magasins, et en l'occurrence sur un magasin plus spécifique qui était implanté sur les Champs-Élysées. Et donc cette enseigne nous a demandé à ce que ce personnage maîtrise plusieurs langues étrangères du fait d'être implanté sur les Champs-Élysées pour le coup. Et en fait, à cette époque-là, on a étudié le panel de langues en rapport avec la téléphonie mobile et on s'est rendu compte que les premiers utilisateurs du téléphone portable étaient les personnes sourdes avec le texto. Donc ça, on est en quelle année à peu près? En 99. D'accord, donc très tôt finalement. Complètement. Là, il n'y avait pas encore beaucoup d'utilisateurs du téléphone. Alors là, pour le coup, les personnes sourdes utilisaient le téléphone, mais pas de la même façon que nous. Donc pas pour l'oral, mais surtout via le texto. Ils s'échangent des SMS tout le temps. Tout à fait. Et donc de là, en fait, on a étudié, nous, un petit peu la population concernée sur le territoire, surveillée par la CNIL, bien évidemment, parce que c'est comme des données sensibles, et on s'est rendu compte que 10% de la population française était concernée par handicap auditif. D'accord, donc là on mélange toute classe d'âge. Toute classe d'âge complètement. Voilà, tout type et donc là, de communication. vous dites, c'est une opportunité pour créer quelque chose. Complètement. Et donc on a commencé à créer en première partie la première solution qui est Tadeo. Donc Tadeo a pour but de rendre accessible le poste de travail d'un agent ou d'un salarié sourd ou malentendant, donc vraiment la personne sourde en milieu professionnel. Et à la suite de ça, on a créé aussi la solution Axéo, qui est là pour accompagner le citoyen ou le consommateur sourd ou malentendant pour pouvoir contacter un établissement par téléphone ou même être accueilli en face à face.
Alors, à l'heure d'aujourd'hui, vous continuez à commercialiser ces deux solutions Tout à fait. qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ou est-ce que vous les pluguez en même temps là, pour que ce soit accessible dans les institutions, par exemple? Complètement, parce que quand aujourd'hui, avec l'entité Delta Process, quand on crée un concept de magasin ou un magasin que on va faire des travaux pour le rendre accessible pour le coup et permettre aussi de respecter, on parlait, la réglementation de sécurité incendie. Bien évidemment, quand on va ouvrir ce magasin, il y a aussi un aspect réglementaire sur la partie accessibilité. Et là, on va directement installer dans la solution Axéo pour que ce même magasin puisse accueillir des clients sourds ou malentendants. Alors, on va un petit peu détailler comment ça fonctionne, parce que je pense que nos auditeurs doivent avoir l'eau à la bouche. Alors, comment ça se passe si je suis malentendante ou carrément je n'entends rien, donc comment ça se passe pour moi si j'arrive quelque part? Alors, il va y avoir deux activités différentes. Une première, une activité téléphonique. Donc, par exemple, la ville d'Enghien-les-Bains est équipée de la solution Axéo maintenant depuis 2-3 ans. Et en fait, ce qui va permettre à un citoyen sourd ou malentendant directement de son domicile, par exemple, s'il se rend sur le site internet de la ville, il va constater qu'on a implanté sur le site internet de la ville le pictogramme qui est en rapport avec la surdité, donc la fameuse oreille barrée qui indique une accessibilité des services. La personne sourde, en naviguant sur votre site, va cliquer sur ce pictogramme et ça va ouvrir une interface Axéo qui va permettre à la personne sourde directement de chez elle de pouvoir appeler les services de la commune, par exemple. Et là, à quoi va servir cette interface? En fait, c'est une interface vidéo entre le PC portable, le smartphone ou la tablette de la personne sourde ou malentendante chez elle. Son appel va arriver vers une de nos plateformes téléphoniques. Où en fait, là, donc ça, c'est très intéressant pour les personnes âgées. Donc, en fait, la personne doit cliquer sur l'oreille qui est barrée sur le site internet. Complètement. Et qui fait l'appel, justement? C'est la personne aussi qui, en même temps, va prendre son téléphone? La particularité pour une personne sourde ou malentendante qui a besoin de passer un appel téléphonique, elle a besoin d'une tierce personne pour faire cette traduction, pour le coup. Donc, ce qui se passe, au lieu que l'appel téléphonique arrive directement vers votre service, il transite par une de nos plateformes, donc là où on a des interprètes, des transcripteurs et des codeurs. Et en fait, c'est ces interprètes, ces transcripteurs et ces codeurs qui vont contacter par téléphone directement votre service et qui vont servir d'interface de communication entre le citoyen sourd ou malentendant et vos conseillers directement au téléphone. Et alors après, si je suis cette personne malentendante, donc j'ai cliqué sur cette fameuse oreille, ça lance l'appel directement vers vous. Tout à fait. C'est ça, on n'a plus rien à faire finalement. Après, on parle à quelqu'un de chez vous, de vos plateformes. Combien vous avez de personnes en ce moment Une centaine de personnes qui sont Vous avez une centaine de salariés? Tout à fait. Alors, qui font aussi bien des prestations en télétravail que présents sur notre plateforme sur le territoire. Et donc là, c'est pour toute la France, j'imagine, puisque vous rayonnez sur toute la France, peut-être à l'international, ça je sais pas, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc là, avec eux, moi qui suis malentendante, je peux donc être complètement autonome, lui expliquer à l'oral, et c'est elle qui va me remplacer dans la discussion avec l'institution en question. Alors, tout dépend du mode de communication. Dans le monde, dans le monde de la surdité, vous allez avoir 3 modes de communication principaux, qui vont être un premier, si vous êtes une personne sourde qui oralise, donc qui parle comme vous et moi, vous allez utiliser chez nous ce qu'on appelle la transcription instantanée de la parole. C'est tous les propos que la personne qui est en échange au téléphone va émettre à l'oral, va être remis par écrit sur l'écran de la personne sourde à la vitesse de la parole. Dans l'autre sens, la personne sourde parle, donc vous allez entendre directement sa voix au téléphone. Deuxième mode de communication, la langue des signes française. Donc une personne sourde qui ne maîtrise pas l'oralisation et qui parle le langage des mains. Donc là, la personne sourde s'exprime directement en langue des signes. L'interprète chez nous lui prête sa voix et va échanger directement avec votre conseiller au téléphone. Dans l'autre sens, votre conseiller va s'exprimer complètement oralement de façon normale. Et l'interprète sur l'écran de la personne sourde va traduire les propos directement en langue des signes. Ce qui va permettre à la personne sourde-silente d'être complètement autonome. Un troisième mode de communication qui est le visiocodage LPC. Alors c'est pour qui ça, le visiocodage LPC, avant d'être un mode de communication, c'est surtout un mode d'apprentissage pour un enfant qui va naître sourd et qui veut apprendre à parler. Le visiocodage LPC, en fait, c'est un mélange entre la lecture labiale, donc la lecture sur les lèvres, et un signe avec la main qui permet de donner un environnement à la conversation et de définir si je prononce une consonne ou une voyelle, par exemple. Et c'est donc surtout utilisé par un enfant sourd. Une fois que l'enfant sourd maîtrise cette lecture labiale avec le codage LPC, en parallèle, il va souvent aussi apprendre à lire et à écrire. Et au bout d'un moment, il n'utilisera même plus le codage LPC, il va passer à la fameuse transcription que je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il maîtrisera l'écrit pour le coup. Donc là, il n'utilisera plus le codage LPC, il va passer à la transcription. Alors, ce qui est très intéressant avec ce que vous venez de dire, c'est qu'on comprend que votre système est accessible pour les enfants aussi. Tout à fait. C'est ce qui n'existe nulle part ailleurs, enfin, à mon sens. Non. J'en avais jamais entendu parler. Est-ce que ça veut dire que
dans quel sens, comment l'enfant peut être amené à vous contacter? Imaginons qu'en dans l'activité de votre commune, par exemple, l'ensemble des établissements sous la compétence de la mairie sont rendus accessibles. Un enfant qui a besoin d'échanger avec son école, par exemple, qui a besoin d'appeler son école pour avoir une information, il va prendre l'application Accéo grand public, parce que c'est un autre chemin d'accès. Pour revenir à notre idée de parcours d'accessibilité tout à l'heure, on a 3 chemins d'accès différents. Un premier, votre site internet, comme on l'expliquait tout à l'heure. Un deuxième, le site internet Accéo, où là on retrouve le logo de la ville d'Enghien-les-Bains directement sur le site et on retrouvera la même interface. Et un troisième, qui est l'application grand public Accéo. Donc finalement, tout le monde peut charger une application sur les plateformes dédiées et on peut l'utiliser quel que soit son état finalement. Tout à fait. Ce qui si permet... bien sûr la commune ou l'institution est équipée. Est équipée de la solution, tout à fait. C'est des établissements qui supportent le coût de cette accessibilité. Donc c'est gratuit pour nous. Complètement gratuit pour l'usager. Pour le grand public. Tout à fait. D'accord. Alors est-ce que là, vous l'avez installé bien sûr donc à la ville d'Enghien, puisqu'on va entendre les témoignages dans quelques secondes, mais je suppose que vous l'installez aussi bien dans les institutions, les communes, mais aussi les entreprises privées. Complètement. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, avec Accéo aujourd'hui, on rend accessible 45 000 établissements sur le territoire, aussi bien du secteur public que du secteur privé. Pour vous donner des exemples de secteur privé, je vous dis par exemple les enseignes Darty, Fnac, France Billet, l'opérateur téléphonie Bouygues Télécom, le groupe Alliance, 85% des parcs des banques et des assurances sur le territoire sont équipés de la solution Accéo. Donc ça c'est pour le secteur privé, je dirais. Pour le secteur public, finalement on a commencé nous à se déployer beaucoup sur le secteur privé, mais le secteur public a vite rattrapé le wagon pour le coup. Pour vous donner un ordre d'idée, on rend accessible aujourd'hui tout le réseau Pôle emploi sur le territoire. Toutes les agences Pôle emploi sont équipées de la solution Accéo sur le territoire. L'ensemble des ministères et des services décentralisés sous la compétence des ministères est en train de s'équiper de la solution Accéo aujourd'hui. On équipe à peu près 2500 communes sur le territoire, une vingtaine de départements et une quarantaine d'MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, utilisent nos solutions aujourd'hui. Certaines CPM et CAF aussi utilisent notre solution. Est-ce que on va demander justement à Dominique Ricolfi-Bouvel, qui est chargé donc de la santé et du handicap à la ville d'Enghien-les-Bains, si c'était difficile de convaincre pour installer ce type de solution? Difficile, oui, parce que un petit peu au départ, ça dérange un petit peu de parler handicap. Mais comme de plus en plus on veut que le handicap soit inclus dans la vie de tous les jours, c'était quand même, moi j'y croyais vraiment, donc j'ai défendu mon dossier. Mais il fallait vraiment y croire et avoir des arguments, parce que la question à chaque fois qu'on me posait, combien y a-t-il de sourds dans ta commune? Mais ça, je ne peux pas leur répondre, parce que c'est des statistiques que la MDPH a ou que la CAF possède, et donc on n'a pas le retour. En plus, vous ne pouvez pas savoir non plus combien de personnes entendent mal, parce qu'on peut très bien avoir une baisse d'audition. On n'est pas forcément complètement tous sourds, donc même les malentendants sont très intéressés par ce type de solution. Et là, ça peut concerner des personnes dès l'âge de 40 ans. Absolument, absolument. La difficulté est qu'il faut accepter de dire je n'entends pas bien et je voudrais avoir ce système. C'est peut-être ça qui est plus difficile à accepter pour tout un chacun, c'est de dire j'entends mal. Je pense. Oui. Alors, est-ce que c'est un problème, est-ce que le problème budgétaire a été un souci aussi pour vous ou pas du tout? Non, honnêtement non, parce que quand même nous avons un maire qui était prêt quand même à investir dedans et c'est cher, mais c'est quand même pas, je vais demander à monsieur, ce n'est pas prohibitif du tout parce que c'est quand même un service incroyable qu'on propose et la charge financière n'est pas énorme, monsieur Allard. Alors, Julien Allard va nous répondre, effectivement. On peut peut-être donner des fourchettes pour les communes ou les sociétés qui voudraient s'équiper. Comment se passe la base tarifaire? Pour les communes, c'est des paliers? Pour les communes, en fait, c'est des paliers. En fait, c'est des abonnements annuels sans limite d'utilisation qui sont basés en fonction du nombre d'habitants de la commune. Donc, c'est vrai que quand vous rapportez le coût d'une mise en accessibilité comme la ville d'Enghien-les-Bains, si je peux donner les tarifs, je vais vous les donner en direct, c'est aussi simple que ça. Bien sûr. Là, une ville comme Enghien-les-Bains, le tarif de mise en place d'Accéo, c'est 8 000 euros. Donc pour 11 500 abonnés, j'allais dire pour 11 500 habitants. C'est voilà. un abonnement annuel de 8 000 euros qui va couvrir l'ensemble des services sous la compétence de la commune, par téléphone en face à face. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un vrai service. Alors on va poser la question à Philippe Caron, puisque vous êtes celui qui a déployé, j'allais dire, ce système au sein des services de la ville d'Enghien. Alors comment ça se passe quand on veut déployer une telle solution? Alors, il faut d'abord avoir un certain nombre d'équipements, de tablettes équipées en visio pour pouvoir se connecter sur la plateforme Accéo. La formation du personnel aussi, parce que les agents d'accueil, parce qu'on l'a développé sur un certain nombre d'accueils en ville,
Alors, quels sont les accueils en ville qui sont disponibles avec cette solution ACO Tadeo? L'accueil général de la mairie, le point accueil multiservice, l'accueil des services techniques pour tous les acteurs réglementaires liés principalement à l'urbanisme, le centre des arts, ainsi que l'office de tourisme et bien évidemment le CCS. Voilà. Il reste encore d'autres services que vous envisagez d'équiper? Oui, bien sûr. Vous pensez à quoi? Auquel, par exemple, qui Par pourrait... exemple, la police municipale. Ah oui, bien sûr, parce qu'il y a Voilà. beaucoup d'accueil du public. Peut-être tout ce qui concerne l'action éducative aussi, hein, pour l'accès des... Alors, à la fois des enfants sourds ou malentendants, mais aussi des parents sourds et malentendants. Oui, il y en a, bien sûr. Parce que rentrer en contact, c'est pas toujours évident. J'oubliais, on a aussi équipé une des crèches de la ville, une des crèches des petits chaperons rouges, puisque à l'intérieur de cette crèche, vous avez vous avez Une maîtresse de maison. la maîtresse de maison, voilà, je cherchais le mot, qui, elle, est sourde et signe. Donc, pour qu'elle puisse rentrer en contact avec les parents et avec l'ensemble de ses collègues, on a équipé la crèche de la tablette ACO. Ah oui, donc déjà, les parents qui utilisent cette crèche sont habitués à avoir quelqu'un en face d'eux qui est malentendante. Complètement. Et qui va justement... c'est bien ça, c'est une bonne idée. Alors, ce que j'ai noté, Julien Allard, dans votre descriptif, c'est que vous avez dit que même les enfants peuvent l'utiliser. Mais ce qui m'interpelle, c'est que si on utilise son smartphone, on a une main occupée. Alors là, le langage des signes se fait à deux mains. C'est très compliqué d'apprendre le langage des signes. Déjà, comment font les personnes avec le téléphone à la main et une seule main disponible? Est-ce que c'est un nouveau langage des signes qui se développe? Comme tout moyen de communication, de toute façon, avec l'évolution des technologies, on évolue avec, pour le coup. Donc oui, la nouvelle génération de jeunes sourds, ou même d'anciens sourds qui s'expriment en langue des signes, pour le coup, ont développé la langue des signes qui se pratique à une seule main, pour le coup, directement face à une caméra. Donc c'est un langage des signes qui s'allège finalement, c'est moins difficile qu'avant de l'apprendre. Alors non, pour le coup, que ce soit à une main ou à deux, c'est toujours la même base pour l'acquisition de la langue des signes française. Et j'insiste bien sur la langue des signes française parce que vous avez une langue des signes par pays. Et si je vous dis que même en France, vous avez des accents dans la langue des signes, on ne dit pas maman de la même façon dans le nord de la France que dans le sud de la France. D'accord. C'est une langue qui est aussi ancienne que le français, par exemple. D'accord, donc à la limite, par région, on a des langues de signes différentes. Alors, avec un noyau commun, bien évidemment, bien sûr. Mais avec des mots qui se disent de façon différente. Ça relève un peu de l'accent chez vous alors. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale, si vous voulez bien, et on revient dans quelques minutes pour parler donc de cette solution pour les sourds et malentendants qui s'appelle, vendue sous le nom de ACO Tadeo, mais qui est gratuite, je rappelle, pour le grand public. Vous pouvez télécharger sur votre smartphone l'application ACO. On a tout notre temps, on a encore un quart d'heure. Moi, j'ai découvert l'accent, ça, je ne savais pas qu'il y avait un accent. Si. En fait, dans le nord de la France, vous dites maman comme ça. Oui. Dans le sud de la France, vous dites comme ça. Ah ouais. Parce qu'eux, ils ont le cœur... Oui, de l'autre côté. Il y en a un qui a le cœur du mauvais côté. Il y en a un qui... C'est même pas moi qui ai fait mon sens. Il y en a un qui met maman pour la main sur le cœur, et l'autre qui dit maman pour l'allaitement, la main sous le sein. Ah, d'accord. Ah, okay. Et voilà, même en Bretagne, on peut dire la même chose. C'est très enrichissant comme langage. Alors, Philippe Caron, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous le développez. Ce serait bien que vous nous expliquiez comment vous le développez au sein des services. Ben là, c'est pas facile parce que c'est la personne en face du service, c'est service par service qu'on pourrait vous répondre. On peut parler... parler de la phase de préparation des collaborateurs. C'est ça. Il y a à la fois il y a eu une démonstration, il y a eu des simulations, il y a eu... Combien de temps ça prend puisque vous l'avez développé ça fait 3 ans, 4 ans maintenant? 2 ans. 2 ans. 2 ans et demi maintenant. Non, enfin, je pense que l'idée c'est plutôt de dire qu'effectivement pour nous c'est très simple. Il y a des tutos, il y a des tutoriels sur le site d'ACO qui nous ont été très utiles. D'accord, on va l'expliquer au micro. C'est un travail d'équipe ensemble. Voilà, ensuite, on vous accompagne dans tout le développement. Oui, mais c'est habituer le personnel. Si vous voulez, ça change. Il faut les remettre dedans. Et au début, c'était ça. Régulièrement, il faut qu'on en refasse parce que forcément, quand il n'y a personne, quand il n'y a pas d'utilisation, il y a une perte de la formation. Oui, mais d'un autre côté, est-ce qu'il faut peut-être que les services de la ville communiquent peut-être plus dessus régulièrement? Peut-être que ça manque aussi. Le plus gros du travail, justement, il est sur la communication. Alors, c'est sur le site de la ville, c'est sur les portes, enfin tout oui, mais est-ce que dans le journal, ça a été expliqué en détail? Mais il y a 2 ans et demi, quand on l'a mis, il faut le faire régulièrement. régulièrement. Piqûre de rappel. Bah oui.
faut pas oublier qu'à l'état civil, Muriel, elle parle le langage des signes, puisque sa fille est muette. Donc elle a appris, donc elle aussi, elle nous aide à Oui, un petit peu étendre la notre population champ d'action. évolue. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis très entendante, moi pour le Oui, coup. oui, mais dans 20 ans, Mais peut-être que dans 10 Oui. ans, je vais devenir Oui. malentendante. Et ça, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut tout le temps... Et on a aussi développé, enfin je ne sais pas si vous avez échangé, mais on a développé aussi une dernière solution dont vous avez quelques-uns d'où les fichiers vous avec l'abonnement Axéo. On a créé une autre solution qui s'appelle Accès aux langues. Ah ouais, alors, Et là, qui est plus du tout à destination du public sourd ou malentendant. Là. pour le fait C'est du pour tourisme, accueillir on voulait- vos citoyens qui ne maîtrisent pas le français. Et en fait, sur notre d'accord. plateforme, on a maintenant aussi des interprètes en langue étrangère. Attention. Et on fait de la On y traduction. retourne. J'attends la fin. Bah oui, d'accord. Au bar de l'économie, vous venez d'entendre Angèle, après la pause précédente qui était Duke Ellington. Alors aujourd'hui, on parle d'une solution pour les sourds et malentendants, c'est la solution ACO et Tadeo. Et puis, on parle aussi de l'application, puisque la ville d'Enghien-les-Bains l'a mis dans plusieurs de ses accueils et services. Et donc, je suis en compagnie de Julien Allard, directeur justement de cette société Delta Process qui propose cette solution, de Dominique Ricolfi-Bouvel, maire adjointe chargée de la petite enfance, de la santé et du handicap à la ville d'Enghien, et de Philippe Caron, qui est le directeur du Centre communal d'action sociale de la ville d'Enghien et qui l'a déployé dans plusieurs services et accueils. Alors justement, Philippe Caron, je m'interrogeais, est-ce que c'est difficile à déployer? Combien vous l'avez mis en place depuis 2 ans, cette solution pour sourds et malentendants? Est-ce que finalement c'est long, l'apprentissage est long pour les personnes des services municipaux qui doivent l'utiliser? Alors absolument pas. Parce qu'on a bénéficié à travers l'abonnement de la plateforme ACO d'un certain nombre de tutoriels qui ont été diffusés auprès de nos collègues des accueils. Donc il leur explique déjà la nature de la démarche, les différentes formes, comme expliquait M. Allard, entre le langage des signes, le bandeau dactylographie en bas d'écran, etc. Donc les tutoriels, quelques réunions pour la mise en place, parce qu'il y a aussi une façon de se positionner dans l'espace quand on est face à une tablette. C'est-à-dire que on ne doit pas, nous en tant que personnel d'accueil, tenir compte de la tablette. On est en face d'une personne sourde ou malentendante et on s'adresse à elle. La tablette, finalement, on n'est là que pour traduire à l'oral ou traduire en langage des signes. Donc on essaie quand même de privilégier une relation avec la personne et non pas avec l'outil. Oui, c'est peut-être ça le plus difficile pour quelqu'un qui n'est ouais. pas habitué, qui est habitué à recevoir du public et qui reçoit, là, pour le coup, une tablette, comme vous dites. Instinctivement, on va se retourner vers la source de parole, donc on Bien va se sûr. retourner vers la tablette alors qu'il faut être face à la personne sourde. Voilà. D'accord. Et sinon, donc, vous avez eu bénéficié d'un accompagnement complet par Delta, donc Process, qui propose cette solution, qui vous accompagne tout le temps. Alors, on a les tutoriels, on a eu tous les éléments de communication aussi, que l'on a pu, les affichages sur les portes, les ensembles de logos, la communication sur le magazine Reflet, la communication sur le site de la ville, qu'on a pu faire grâce à la collaboration avec ACO. Oui. Et du coup, ça prend combien de temps pour vous, en tant qu'institution, à apprendre, j'allais dire, à apprivoiser cette solution pour ceux qui l'utilisent en mairie? Alors, pour les collègues de l'accueil, à partir du tutoriel et de la petite réunion, en 10 minutes, un quart d'heure, on est prêt. Ah, carrément. En un quart d'heure, on est prêt. C'est extrêmement simple, même pour nous, en tant qu'institution, l'utilisation d'ACO est extrêmement simple. Donc finalement, Dominique Ricolfi-Bouvel, c'est vous qui devez avoir le plus gros du travail pour faire prendre conscience aux Anghénois qu'ils peuvent utiliser cette solution, en fait. Et là, je pense que sans faire de jeu de mots, il n'y a que le bouche à oreille qui va fonctionner. S'il n'y a pas d'autre solution, c'est parce qu'on a un petit peu retourné le problème dans tous les sens. On ne peut pas aller frapper à la porte de chacun. Donc, et pourquoi pas, finalement, vous pourriez mettre des petits flyers dans chaque boîte aux lettres pour annoncer cette solution. Pourquoi pas, mais on se dit que si la voisine dit que ça a marché, elle va le dire à l'autre et que finalement, ça va faire boule de neige. Ça ne fait que 2 ans. Donc 2 ans, c'est très court. Et puis, il faut aussi s'adapter. C'est un nouveau process. Je pense que les jeunes, nous, par exemple, quand on aura 20 ans de plus et qu'on sera sourd,
je pense qu'on sera beaucoup plus prêt à accepter que pour le moment la génération. Bien sûr. D'ailleurs, on voit bien Voilà. que même au niveau des appareils auditifs, beaucoup plus de gens en portent du fait que ça a diminué. La qualité a quand même beaucoup changé. La C'est technologie moins visible, a beaucoup oui. changé. Donc, effectivement, on est plus prêts, surtout nous les femmes, à mettre un appareil peut-être à s'équiper. Enfin, ça je ne sais pas. C'est Julien Allard qui va peut-être nous répondre. Est-ce que vous voyez une augmentation de la fréquence d'utilisation, d'une manière générale, de vos solutions ? Alors, on a déjà on a fait des conseils, des analyses par rapport à la population concernée. Ce qui se passe avec l'arrivée du numérique, avec l'arrivée des casques, avec l'arrivée du téléphone portable, plus on avance dans le temps, plus la surdité arrive jeune. Si je vous dis qu'aujourd'hui on a lancé une étude auprès de la population et qu'on s'est rendu compte que 7% des enfants de moins de 4 ans s'endorment avec des écouteurs sur les oreilles. C'est énorme. C'est énorme. Donc ce qui se passe, c'est qu'avec justement l'arrivée de ces écouteurs, ça va traumatiser le conduit auditif pour le coup et amener de la malentendance beaucoup plus jeune. Auparavant, la surdité liée à l'âge commençait à atteindre les personnes entre 50 et 60 ans. Aujourd'hui, ça commence à 40 ans. Et les études prouvent, certains médecins, que ça va commencer dans les années à venir, plutôt vers 30 ans. Donc vous voyez vraiment l'évolution de la surdité dès l'âge de 40 ans actuellement ? Alors déjà, oui, déjà aujourd'hui. Mais ce qui est surtout important de savoir, c'est que notre métier à nous est de pouvoir permettre cette communication, mais on fait aussi beaucoup de sensibilisation. Donc l'intérêt est aussi de sensibiliser les gens à dire arrêtez avec les écouteurs, arrêtez avec les casques, même avec les réducteurs de bruit pour le coup. La perturbation au niveau du conduit auditif, c'est à partir de 90 décibels. À partir de 90 décibels, on a forcément... Ça commence à devenir nocif pour le conduit auditif. Donc c'est important de continuer à sensibiliser les gens, et surtout nos enfants et les jeunes, à arrêter de mettre en permanence des écouteurs sur les oreilles. D'accord, donc là il faut qu'on fasse un rappel. Dominique Ricolfi-Bouvel. Oui, c'est pour ça que par exemple, tous les ans, quand on a ces deux manifestations sur le lac avec de la musique, on distribue à l'entrée des petits bouchons d'oreilles pour que ceux qui sont... Enfin, on les incite à les mettre, mais s'ils ne veulent pas, les jeunes, ils ne le peuvent pas. Et par exemple, il faudrait déconseiller aux petits, tout petits, de venir assister à ce genre de concert quand vous avez moins de 3 mois. C'est surtout les parents qu'il faut former, parce que quand on voit des parents avec des landaux et le bébé dans le landau qui assiste à un concert et qui sont proches des baffles, c'est surtout les parents qu'on doit aider. C'est les responsabilités des parents. Voilà, c'est surtout... Il faut assumer ses responsabilités. C'est les parents, c'est clair. Bien sûr, c'est les parents qu'il faut former. Alors, est-ce que vous allez améliorer... Quelles améliorations du futur pour ces deux solutions que vous avez commencé à commercialiser il y a déjà un certain nombre d'années finalement? En fait, nous, ce qui nous intéresse de base, c'est de régler une problématique liée à la communication. Je veux dire, le handicap auditif en soi n'est pas un problème. C'est le problème de communication qui en découle, qui est une problématique. Et en plus, qui est bilatéral, aussi bien pour l'entendant que pour la personne sourde ou malentendante. C'est marche de deux sens. Et donc, on a créé une autre solution qui va résoudre un autre problème de communication. Parce qu'en fait, imaginons à l'accueil de la mairie, vous recevez un citoyen qui, lui, ne maîtrise pas le français. Plus aucun rapport avec la surdité, vraiment un citoyen qui ne maîtrise pas le français. Le problème de communication est le même. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a lancé début 2017, et en train de pas mal de se déployer aujourd'hui, la solution accès aux langues, et qui là vous permet de pouvoir, via la même plateforme, les mêmes effectifs, pouvoir échanger avec un citoyen qui ne maîtrise pas le français, mais là, sauf, au lieu d'avoir à faire appel à un interprète en langue des signes ou un transcripteur en encodeur, vous allez faire appel à un interprète en langue étrangère présent sur notre plateforme. Et là, c'est toujours gratuit pour nous? Toujours gratuit pour l'usager. Pour l'usager, c'est bien ça. C'est toujours la commune ou l'établissement ou l'entreprise privée qui a décidé d'ouvrir qui s'est abonné à votre service. Exactement. Et donc qui règle les problèmes des salariés. Alors justement, vous aviez dit que vous aviez donc 100 salariés qui sont à disposition de tous ceux qui appellent pour bénéficier de ce service pour sourds et malentendants. Combien faut-il de temps pour former une personne en visio-interprète? Alors, pour la partie interprétation en langue des signes française, donc il existe des écoles de formation d'interprète en langue des signes française, on va quand même, nous, ajouter une patte en termes de formation à ce métier, parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans un cursus de formation d'interprète en langue des signes française, les interprètes sont surtout formés à effectuer des interprétations en présentiel. Donc, un interprète qui se déplace sur un site pour faire une traduction. Là, ce qui va se passer pour le coup, c'est que la personne est en 3D, tout le corps va rentrer en jeu dans l'interprétation. Avec le métier que l'on a créé, c'est ce qu'on appelle chez nous justement la visio-interprétation en langue des signes française. Donc quand on recrute un interprète diplômé pour le coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va suivre une formation de 6 mois chez nous à la visio-interprétation en langue des signes française. Et donc le fait de se retrouver assis devant une caméra, où il n'y a plus que le buste, les bras, les visages qui vont rentrer en jeu, et en étant en 2D aussi pour le coup. Donc c'est
un autre métier avec la même pratique de base, oui, mais une autre façon d'exercer le métier. Donc il est important oui, parce de que ce que vous former voulez dire, ces c'est gens-là. que pour ceux qui utilisent le langage des signes, ils bougent avec tout le corps. Exactement, Donc tout le là, corps, du en coup, fait. c'est plus la même chose, c'est plus la même langue presque. Alors, la base reste bien commune quand même pour le coup. Il y a besoin d'une formation justement à cette vision d'interprétation. Donc ça, c'est pour la partie langue des signes française. On a créé un second métier qui s'appelle la transcription instantanée de la parole. Donc là, ça va permettre la communication pour une personne sourde oralisée ou une personne âgée avec une baisse d'audition. Et donc là, c'est nous qui avons créé le métier. Un cursus de formation sur 5 ans, dont l'école de formation est implantée au Bouchou dans le Haut-Jura, un petit village de 350 habitants. Parce que notre idée maintenant, non seulement nos solutions ont déjà un rôle social et sociétal très important, mais on s'est dit pourquoi pas ajouter à notre démarche la création d'emplois en zone rurale. Donc en fait maintenant on implante nos plateformes dans les zones rurales où on constate que l'économie est en baisse, où il y a un manque d'activité d'entreprise. Et donc sur ce village par exemple, on a implanté une plateforme avec des interprètes, des codeurs et des transcripteurs, des interprètes en langue étrangère, mais aussi surtout notre école de formation au métier de transcripteur. Le métier de transcripteur, en quoi consiste-t-il? C'est très simple. C'est permettre à quelqu'un de pouvoir taper une conversation à la vitesse de la parole, mais tout en pouvant corriger ses fautes d'orthographe, ses fautes de grammaire en direct. Ce qui n'est pas le cas par exemple d'un célotypiste qui, lui, pour le coup, va taper ses propos, rentrer chez lui, corriger ses fautes d'orthographe, ses fautes de grammaire, ramener son texte. Là, le transcripteur fait tout ça en direct. Donc il va être capable de taper à une certaine vitesse, dépasser le flux de la parole, et pouvoir continuer à corriger ses fautes d'orthographe, ses fautes de grammaire, tout en continuant à enregistrer ce que à transcrire la conversation. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour transcrire une conversation claire et nette pour une personne malentendante ou pour une personne sourde oralisée, les solutions automatiques aujourd'hui, surtout avec la langue française, ne sont pas du tout adaptées. Là, vous parlez de solutions gratuites qu'on peut trouver sur les Google et autres. Exactement. Les solutions automatiques de traitement de la voix marchent très 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 bien avec l'anglais par exemple. Avec la langue française, la langue est tellement riche déjà que c'est beaucoup plus compliqué. Je vous donne un exemple. Si je vous dis un vieil Armagnac ou un vieil Armagnac, je ne dis pas la même chose, c'est pas le même sens, mais si vous n'avez pas la bonne traduction derrière, vous changez complètement le sens de la phrase. À ça aussi, je vais vous ajouter la ponctuation. En français, vous décalez la virgule d'un mot, vous changez le sens de la phrase. Les solutions automatiques aujourd'hui ne gèrent pas la ponctuation. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, non. Peut-être dans 20 ans, les solutions seront prêtes, mais aujourd'hui, en tout cas pour la partie transcription, les solutions automatiques aujourd'hui ne permettent pas une communication parfaite pour une personne sourde ou malentendante. Oui, donc ça c'est bien. Alors est-ce que c'est bien le futur finalement, c'est que tout le monde, quelle que soit la langue qu'on parle, puisse utiliser vos solutions? Complètement. Alors, est-ce que vous avez des offres d'emploi à pourvoir en ce moment? Alors nous, pour le coup, oui, en permanence. On recrute en permanence des interprètes en langue des signes française. Il faut savoir qu'en France, on a une grande pénurie d'interprètes en langue des signes française. Si je vous dis aujourd'hui, d'interprètes en langue des signes française diplômés en France, il y a 400 interprètes en langue des signes française. C'est pas beaucoup, effectivement. Non, pour une population de personnes sourdes qui s'expriment en langue des signes, qui oscille entre 200 000 et 400 000 personnes. Ça, c'est pour la partie des personnes sourdes qui s'expriment en langue des signes. Population toute confondue en rapport avec la surdité, c'est 7 millions de personnes en France. Et donc là, il faut aussi donner de l'envie aux jeunes aujourd'hui de vouloir exercer ce métier d'interprète en langue des signes. Et c'est pour ça que vous avez fondé cette école, là, récemment? Alors, l'école, pour le coup, elle est pour la partie transcription. C'est pas pour la partie langue des signes, mais pour la partie transcription, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on sensibilise toutes les écoles de formation d'interprètes en langue des signes aujourd'hui, de donner envie aux jeunes d'aller exercer ce nouveau métier. Mais c'est en train de bouger quand même pas mal, parce que la langue des signes est en train d'attirer pas mal de jeunes aujourd'hui. Oui, alors justement, pourquoi est-ce qu'elle attire autant de jeunes? Un mode de communication. Alors, j'ai envie de vous dire, l'acquisition de la langue des signes française, c'est un petit peu comme apprendre à aussi parler une autre langue pour le coup, sauf qu'il y a un côté ludique dans le langage des mains qu'on ne retrouve pas forcément dans un langage à l'oral. La langue des signes française qu'il faut aussi arriver à démocratiser, c'est qu'elle a un usage aussi dans d'autres types de métiers qui pourraient être super intéressants. Par exemple, un agent de sécurité, par exemple, dans une boîte de nuit, pouvoir dialoguer à distance en langue des signes française, ça pourrait être intéressant. Un plongeur qui va sous l'eau pour le coup, la langue des signes française pourrait servir. Il faut aussi que les gens arrivent à s'attribuer ce nouveau type de langage, enfin ce nouveau type de langage, non, parce qu'il n'est pas nouveau pour le coup, mais de l'utiliser à d'autres fins uniquement que pour la communication des personnes sourdes et malentendante. C'est le meilleur moyen de faire tomber les barrières. Justement, Dominique Ricolfi-Bouvel, vous êtes également chargé de la petite enfance à la ville d'Enghien-les-Bains, et vous voyez que l'apprentissage de la langage des signes chez les tout-petits, ça apporte beaucoup, notamment au cerveau et à l'enfant. Absolument. Expliquez-nous pourquoi. Les chercheurs se sont rendus compte qu'un petit, avant 3 ans, il a du mal à exprimer ce qu'il ressent, et quelquefois ça l'énerve, ça l'ennuie, il pleure, il n'est pas bien. Et donc en apprenant le langage des signes, mais basique, j'ai faim, je suis pas bien, papa, maman, à des tout petits, eh bien ça met beaucoup plus de paix, ça les apaise, et ils font leurs petits gestes, et ça marche. Ils disent j'ai bobo, je suis pas bien.
Et ça fonctionne. Donc c'est pas très vieux, ça a 2 ou 3 ans, mais dans les crèches, c'est de plus en plus développé. Et notamment dans la crèche des petits chaperons, enfin qui est tenue par les petits chaperons en délégation. Il y a du langage des signes. Voilà. Vous avez mis en place le langage des signes. Absolument. Donc, et il y a 5-6 ans, il y avait une famille de sourds malentendants qui avait déjà inculqué, commencé à expliquer les petites bases. Et du coup, ça fait un peu tache d'huile. Et dans les écoles primaires, tout doucement aussi, sur la base du volontariat, les jeunes peuvent aussi apprendre le langage des signes. Voilà, donc vous avez bien compris, je pense qu'on a bien expliqué cette solution Axéo Tadeo, gratuite, je rappelle, pour le grand public, pour tous ceux qui sont malentendants, voire sourds. C'est la manière de pouvoir interpréter et de communiquer avec les institutions ou les entreprises qui sont équipées. C'est gratuit, donc téléchargez-le sur vos plateformes, sur vos téléphones. Donc pour conclure, peut-être Philippe Caron, alors le prochain service équipé à la ville d'Enghien, ça sera lequel? La police municipale, vous pensez? Ouais, j'espère. Donc ça, c'est pour l'année 2020 ? Voilà, à suivre. À suivre. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois pour votre présence à ce micro ce matin. On va tout de suite rejoindre Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, qui reçoit Yves Aubin de la Messudière, qui vient de publier un livre donc, sur la diplomatie. Et bonjour Pascal Boniface. Est-ce que tu peux me faire une photo de tous les trois? Parce que comme mon téléphone est pris, je peux pas. S'il te plaît. Ah bah j'ai l'autre. Je vais chercher l'autre. Bougez pas. Il faut se rendre dans 10 ans pour savoir comment ça évolue. Pas dans 10 ans. Qui vous a donné envie d'écrire ce livre, Profession diplomate? Oui, effectivement. Parce qu'on se souvient cette bande dessinée, très bonne bande dessinée, là, qui bien sûr, et qui met en valeur un ministre, Dominique de Villepin, très inspiré. Et donc, tout cela tourne autour de la personne, qui est tout à fait légitime, et autour de son cabinet. Des dizaines de personnes y ont travaillé, et pour isoler les Américains, il y avait tout un réseau, pratiquement tout le réseau diplomatique, notamment les ambassadeurs des pays membres non permanents du Conseil de sécurité. Et donc il y a eu toute cette mobilisation professionnelle. C'est à partir de là que je me suis dit, mais il faut quand même parler des diplomates, ceux qui sont ou dans les services au Quai d'Orsay, et surtout ceux qui sont sur le terrain. Oui, vous dites que, en fait, alors tout le monde se rappelle, cette bande dessinée qui a donné lieu à un film, on voit les personnages, on les reconnaît, mais vous dites que l'action diplomatique, non seulement dans cette bande dessinée, mais très souvent, elle est caricaturée, ignorée, et que le travail collectif, et notamment le cas effectivement que vous citez d'opposition à la guerre d'Irak, n'est pas mis en avant. Et il y a toujours, vous en parlez également un peu, ce parfum un peu désuet de la caricature de l'ambassadeur Rocher qui mangerait des chocolats et boirait du thé ou du champagne. Voilà, vous vous élevez un peu contre cette caricature qui a la vie longue quand même. Ah ben, qui a la vie longue. Et même un excellent ministre des Affaires étrangères, du nom de Laurent Fabius, quand il a pris ses fonctions, il a annoncé qu'il ne connaissait pas très très bien le Quai d'Orsay, et puis il a lancé ce thème de la diplomatie économique. Bon, très bien, les diplomates, et même au XVIIIe siècle, les diplomates, les consuls, notamment au Levant, ne faisaient que du commerce, la diplomatie économique. On a toujours fait de la diplomatie économique, mais c'était légitime qu'ils mettent l'accent davantage sur la diplomatie économique. Et s'adressant aux ambassadeurs, il leur a dit, je vous engage à vous occuper davantage, non pas toujours de la grande politique, mais des affaires concrètes et économiques. Sans ça, vous finirez par ressembler à un personnage de La Recherche du temps perdu de Proust, c'est le marquis de Norpois. Et on voit bien la description qu'en fait l'auteur. Et alors ces préjugés, effectivement, la vie longue, la vie dure. Moi, je l'ai observé, notamment quand j'étais dans un poste plus classique, ambassadeur à Rome, où les gens se disaient, mais à quoi sert un diplomate? Alors là, on peut se poser la question, parce que quand on est à Bagdad, c'est une chose, à N'Djamena aussi, puis quand on est à Rome, c'est un autre métier. On y reviendra. Votre premier poste, c'est le Tchad. Vous y êtes ambassadeur. Vous connaissez les acteurs et vous dites à propos d'Idriss Déby que finalement, la France-Afrique a encore de beaux jours devant elle.
Oui, parce que effectivement, je suis arrivé dans les bagages d'Idriss Déby, en quelque sorte. J'étais normalement promu pour un autre poste au Proche-Orient, et en catastrophe... en 1991. Et comme donc il y avait un changement, la fuite d'Hissène Habré, la venue d'Idriss Déby, accompagnée par la France, eh bien il a fallu changer d'ambassadeur. Et voilà, donc je me suis trouvé dans une situation un petit peu compliquée, pas tant dans ma relation, contrairement à ce qu'on a pu croire. On voulait faire croire avec Idriss Déby, qui était parfois heurté, mais j'ai toujours gardé le contact avec lui. Et si un ambassadeur en Afrique n'a plus le contact avec le chef de l'État, il doit partir, et je serai parti. Et d'ailleurs, je raconte cet épisode où on a fait croire au président de la République, François Mitterrand, que je n'avais plus le contact, c'était totalement faux. Et donc, moi, j'ai vu cette France-Afrique que j'ignorais, parce que je n'ai eu des postes qu'au Proche-Orient ou au Maghreb, un petit peu en marge quand même, parce que, bon, il n'y avait pas, comme au Gabon, il y avait, comme dans le Cameroun, des enjeux financiers, commerciaux considérables. Mais, par l'odeur du pétrole attiré, j'ai vu des réseaux se présenter. Et donc il m'a fallu marginaliser, je l'ai fait avec un certain succès, il suffisait d'ailleurs d'écrire les choses. Voilà, j'ai remarqué dans toute ma carrière, une fois qu'on l'a écrit, à ce moment-là, puisque l'ambassadeur l'a écrit, il y a une trace. Alors faisons attention. Et puis quand on a vu la récente affaire, Benalla, et certains journalistes me l'ont fait aussi remarquer, eh bien, on montre que, même s'il n'y a pas une complicité directe avec la présidence de la République, ça je ne le crois pas, mais on retrouve une forme de réseau aussi. Quelqu'un qui s'est constitué son réseau et qui allait avec d'autres, comme je l'ai connu quand j'étais, c'était les réseaux pasquoiens, et qui se présentaient comme étant proches de Pasqua, pas du 1er siècle, peut-être 2e ou 3e, mais menaçants, en disant que l'ambassadeur, on le connaît, ne s'occupe pas de nos affaires. Et 3 mois après, je partais en fin de mission, j'ai appris qu'ils sont venus pour ouvrir des casinos, les boîtes de nuit, parce qu'effectivement, on commençait à produire, à exploiter le pétrole au Tchad. Donc j'ai connu, un petit peu en marge, la France-Afrique, et parfois, parce qu'il y avait d'autres réseaux politiques, je le dis souvent, la Ligue de la République. En 97, vous êtes nommé ambassadeur en Irak, et Jacques Chirac vous reçoit, le président vous reçoit avant votre départ en poste, comme il le fait, pas toujours, mais pour quelques postes importants, et dans le discours qu'il vous tient, il met en avant la nécessité de maintenir l'intégrité territoriale de l'Irak, qui est, rappelons-le, à l'époque sous embargo. Oui, effectivement, donc c'était un poste assez sensible, où j'étais un faux ambassadeur, puisque j'étais chargé des intérêts, dans la mesure où nous n'avions pas de relations diplomatiques qui avaient été rompues par Saddam Hussein, parce que nous avions participé à la coalition. Et donc, il m'a fait passer, lui, s'intéressant très particulièrement à l'Irak depuis longtemps. Il avait besoin de comprendre, et donc c'est lui, en fait, qui m'a donné, disons, des instructions qui ont été confirmées par le ministre Fayez Charret, et notamment me disant qu'effectivement tout doit être fait pour préserver l'intégrité de l'Irak, parce qu'il y avait le problème du Kurdistan, on se souvient, donc il n'était plus sous la souveraineté effective de l'Irak, et donc la souveraineté aussi, consistait aussi à observer les pratiques des inspecteurs des Nations Unies, l'UNSCOM, dont le patron Richard Butler était totalement entre les mains des Américains. À l'époque, Clinton et Madeleine Albright. Alors, Clinton et Madeleine Albright. Alors, ce que je dis dans le livre, alors peut-être, c'est moins connu, parce que quand on parle des mensonges américains au sujet des armements de destruction massive, qu'il s'agisse du nucléaire, du balistique, du chimique ou du biologique, et donc à l'époque, bon, je surveillais ça de très près, et j'ai pris donc l'équipe de Clinton en flagrant des délits de mensonges. Notre ambassadeur aux Nations Unies envoie un télégramme. On travaillait vraiment en coordination très très étroite avec New York, où les Américains présentaient sur le grand écran au Conseil de sécurité un palais présidentiel avec une annexe, des tuyaux un peu partout, en disant voilà, là on fait du chimique. Alors je vais voir Tarek Aziz, et puis je lui dis, il faudrait que les membres du Conseil de sécurité, les représentants, c'est-à-dire le Chinois, le Russe et moi-même, nous puissions aller sur place. Et il a dit, je vais en parler au président. Quelques jours après, on y va là-bas, sans protection
quelconque, et donc j'ai bien vu ce dont il s'agissait, chaufferie, climatisation, etc. C'était un pur mensonge. Alors voilà, donc, et puis il y avait aussi les pratiques intrusives, et puis donc j'ai observé aussi, bien entendu, la situation humanitaire, et le rôle de la France a consisté à régler la crise des palais présidentiels, puisque Saddam Hussein refusait l'inspection des palais, et on a réussi, grâce à une mission de Kofi Annan, que nous avions actionné sur ma proposition, et qui a pu déboucher sur, effectivement, les inspections. Parce qu'il y a tout un chapitre dans votre livre qui est un rappel utile. On oppose souvent Clinton, le multilatéraliste. Aujourd'hui, Madeleine Albright se montre très critique par rapport à Donald Trump, mais vous montrez bien que à cette époque, déjà, il y avait une volonté d'en découdre avec l'Irak, de le mettre à genoux, et l'embargo, en grande partie décrété par les Américains et imposé un peu par les États-Unis, a quand même fait 500 000 morts, et avait des effets médicaux et également d'instruction. Donc cet embargo a quand même largement contribué à détruire l'Irak, au-delà de la nécessité de s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes de destruction massive. Et donc on voit bien dans le récit que vous faites qu'il n'y avait pas de si grande différence de cela entre l'administration Clinton et l'administration Bush. Alors la différence de stratégie entre Clinton et Bush, c'est que Clinton, de manière très claire, et relayée par Madeleine Albright, sa secrétaire d'État, c'était de ne pas renverser Saddam Hussein. Mais ils avaient la stratégie du containment. C'est-à-dire, ils disaient dans leur anglais « We let him in his box ». On le laisse dans sa boîte. Dès qu'il lève la tête, dès qu'il fait une erreur, on tape dessus. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'étais présent en décembre 1998, quand il y a eu ces bombardements, en dehors de toute résolution du Conseil de sécurité. Et c'est là où il y avait effectivement des différends très importants entre, déjà à l'époque de Clinton, entre la France et les États-Unis. Mais ça, il n'y a pas de doute. Et donc mon rôle, puisque vous y faites référence aussi, a consisté à examiner la situation humanitaire catastrophique. Là, il y avait des inspecteurs des Nations Unies, des gens donc de différentes agences qui faisaient un travail extraordinaire d'observation, et nous avions des indicateurs, mais catastrophiques, concernant la situation à la fois sanitaire, alimentaire et autres, malgré des aides humanitaires qui pouvaient arriver. Vous écrivez même que, y compris les crayons à papier, étaient interdits parce qu'il y a du graphite dedans, et que l'UNSCOM disait que ça pouvait servir à la fabrication d'armes chimiques. Oui, alors plutôt d'armes nucléaires. Parce qu'il y avait, mais c'est quand même étonnant, il y avait, c'est mon rôle d'essayer de relever tous ces mensonges, des fantasmes auxquels nous, parfois, malheureusement, la France, on y croyait. C'est là où je voyais poindre de temps en temps les néoconservateurs qui me disaient, lorsque je venais à Paris très régulièrement, je réunissais tous les experts, et qui me disaient, certains d'entre eux, pas tous, disent, puisque les Américains le disent, c'est que c'est certainement vrai. Et à un moment, on avait imaginé qu'on cachait du matériel nucléaire dans l'Euphrate. Enfin bon, c'est une affaire que j'ai démontée comme d'autres, et comme d'autres affaires. Alors pour le graphite, j'étais très proche des artistes, de grands artistes irakiens, parce que l'école irakienne est l'une des plus anciennes et les plus importantes et fameuses, réputées en Irak. Donc je fréquentais ces artistes, et qui me disaient qu'ils n'avaient pratiquement plus rien, qui parfois, eh bien, ils peignaient avec du cirage ou d'autres produits. Et moi, j'étais donc l'importateur de crayons, parfois, et parce que même les écoliers, même les artistes n'avaient pas plus la possibilité de pouvoir avoir, disons, ni des crayons, ni quoi que ce soit. Et vous dites que, en fait, les sanctions, et donc cet embargo très, très sévère, n'a pas eu pour effet d'affaiblir Saddam Hussein, mais d'affaiblir l'Irak, et au contraire de renforcer le contrôle de ce régime brutal, et que vous décrivez très bien, de renforcer le contrôle du régime sur la population. Effectivement, cette résolution pétrole contre nourriture, qui a été votée en 1996, et la France y a pris une grande part, et donc il fallait que cela soit effectivement sous le contrôle des Nations Unies, mais ce qui a été négocié avec les Irakiens, c'était les Irakiens qui distribuaient eux-mêmes. Et pour distribuer, et pour s'assurer qu'il n'y ait pas ni de trafic, ni de corruption, ni de détournement,
eh bien, ils ont procédé, avec l'aide des Nations Unies, à un fichage systématique de la population. C'était une manière, et puis le régime apparaissait comme le bienfaiteur, en fait. Alors donc, il y a eu effectivement une emprise encore beaucoup plus grande du régime de Saddam Hussein sur la population irakienne. Vous avez jusqu'à écrire que le Monica-Gate a certainement renforcé Clinton dans son envie d'intervention pour détourner l'attention de ses problèmes intérieurs. Oui, alors, voilà, au début, je n'y croyais pas trop, mais quand j'ai écrit mon livre, j'ai eu accès à différentes archives, et aussi, bon, j'ai lu quelques études américaines, et ceci, maintenant, est véritablement très largement attesté aux États-Unis qu'il avait besoin, comme souvent, d'une dérégulation, c'est-à-dire pour éviter d'être trop pris par cette affaire-là, le Monica-Gate. Et donc, il y a eu cette intervention, et je peux dire, j'ai comme souvenir, parce qu'il est arrivé une ou deux fois que le président de la République lui-même m'appelle pour me demander mon avis, parce qu'il avait une passion d'Irak. Ça ne veut pas dire une passion de Saddam Hussein, ça je le dis, c'est autre chose. Il avait dans les années 75, quand il était fréquentable, mais pas par la suite, mais il avait besoin de comprendre. Il y a une passion du monde arabe et une passion d'Irak. Ce que j'ai vu, c'est une divergence et des coups de fil que passait, parce que Chirac était l'adepte de la diplomatie téléphonique. J'ai assisté d'ailleurs à certaines conversations, et il y a plusieurs reprises, il a appelé Clinton pour lui dire que même s'il y a des manquements irakiens qui sont patents en matière d'inspection, et qu'il fallait qu'il ouvre tous les sites, y compris les sites présidentiels, et une fois, quand il y a eu un autre manquement, une fois résolue la crise des palais présidentiels, à notre initiative, et donc on voyait bien que les Américains s'apprêtaient à bombarder l'Irak, et effectivement, sans doute en lien avec cette affaire Monica-Gate, et je vois combien donc le président a appelé, et puis après, quand il y a eu les bombardements, et j'étais le premier à appeler l'Élysée. J'ai appelé Jean-David Lévite en disant, on savait que ça pouvait se passer d'un moment à l'autre. Et puis après, il me passe Jacques Chirac, qui donc tient des propos peu amènes à l'égard des Américains, et puis qui me dit, prévenez-moi quand les bombardements s'arrêteront. Donc on était totalement déconnectés. Les Américains donc ont décidé de bombarder en dehors des résolutions des Nations Unies, d'une part, et sans prévenir un partenaire comme la France. Vous contestez dans votre livre la notion, le concept de politique arabe de la France, qui a fait beaucoup débat. Oui, parce que quand je suis arrivé, donc quand j'ai pris la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, après mon séjour irakien, j'ai vu dans les papiers qu'il y avait encore les discours autour de la politique arabe de la France. Et d'ailleurs, un an avant, en 1996, Chirac avait prononcé un discours fameux à l'université du Caire où il a parlé de la politique arabe de la France. Et j'ai des souvenirs, en regardant les archives, de l'ambassadeur d'Israël intervenant auprès du Quai d'Orsay, et que devient Israël dans tout ça? Très bien. Alors, moi j'ai trouvé que c'était un concept un peu désuet, et qui était lié au passé. Elle a été définie, cette politique arabe de la France, à l'époque du général de Gaulle, parce que nous étions en rupture avec le monde arabe, pour deux raisons. C'était la guerre d'Algérie qui se poursuivait, et puis il y avait aussi l'équipée désastreuse du canal de Suez. Et donc il fallait reconstruire quelque chose. Et donc d'où cette politique arabe, qui a été suivie d'ailleurs par Pompidou, en lui donnant un caractère aussi économique et commercial, puisque nos relations avec les pays du Golfe, avec l'ensemble du monde arabe, y compris sur le plan économique, sur le plan culturel aussi, était donc au minima. Alors voilà, mais par la suite, pourquoi parler de la politique arabe dans la France, alors même que le monde arabe est divisé? Moi, je crois qu'il peut y avoir, à l'égard de ce monde arabe, il y a une relation privilégiée, parce que c'est inscrit dans l'histoire, bien entendu. Et puis, il y a des enjeux parce que c'est la proximité, c'est la Méditerranée. Mais moi, je croyais plutôt avoir une politique pour le Maghreb, d'où j'en parle beaucoup dans mon livre, la priorité Maghreb, qui a été annoncée et définie par Hubert Védrine, qui m'a demandé de travailler là-dessus, pour avoir
une politique sur le Proche-Orient, sur le conflit israélo-palestinien, parce que ça c'est le conflit, comme on dit souvent, structurant de la politique étrangère de la France depuis des décennies, et qui inclut forcément Israël, et puis aussi il y a la dimension iranienne. Donc il ne faut pas enfermer, disons, notre politique dans un cercle purement arabe. Autre passage de votre livre, vous avez été ambassadeur en Tunisie, et après 2011, vous avez pris la plume pour contester assez vertement la thèse développée par le président de la République de l'époque, selon laquelle les diplomates n'avaient rien vu venir de ce qui se passait en Tunisie. Oui, alors effectivement, quand j'ai pris connaissance de ces déclarations du président Sarkozy, relayées fortement par son conseiller spécial Henri Guénaud, moi qui n'avais pas vocation à écrire dans la presse ou à écrire des livres, j'ai fait donc une première tribune dans Libération pour dire « l'Élysée était informé ». Et puis j'ai écrit par la suite un livre, et Mes années Ben Ali, publié en Tunisie, et j'ai eu l'autorisation de publier les télégrammes que nous avions rédigés avec Jean-Pierre Filiu, qui était mon adjoint, où on faisait un peu de prospective, c'est le cœur du métier du diplomate. En 2004, nous écrivions un long télégramme à la Tunisie en 2010. Alors on n'a pas vu le scénario tel qu'il s'est développé, bien entendu, mais on a vu que dans les années 2010, ce serait extrêmement difficile pour Ben Ali de se maintenir au pouvoir, et on écrivait de manière très claire que l'alternance, au moins dans un premier temps, serait islamiste. Parce que Nahda était là, dans tous les esprits, il y avait l'exil extérieur, et puis il y avait l'exil intérieur. Et voilà, donc, nous avions vu, comme d'autres diplomates, je ne dis pas tous, on n'est pas parfait là, bien entendu, mais le travail diplomatique, c'est la réflexion, c'est la prospective. Et donc beaucoup ont vu, d'ailleurs aussi, notre ambassadeur au Caire aussi, que Moubarak était évidemment en grande difficulté pour toutes sortes de raisons. Voilà. Alors il y a aussi de longs passages sur l'opposition que vous mettez en avant au sein du Quai d'Orsay, parmi le corps diplomatique, de deux lignes politiques différentes, les néoconservateurs d'un côté et les gaulo-mitterrandistes de l'autre. Vous écrivez que vous avez vu la montée en puissance des néoconservateurs, et donc qui venaient un peu s'opposer à la ligne politique traditionnelle de De Gaulle et de Mitterrand. Oui, effectivement, j'ai pu les observer quand j'étais directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient. Alors nous étions dans la ligne classique, gaulo-mitterrandienne, et contrairement à ce qu'on a pu dire aussi, heureusement j'ai été défendu par Elie Barnaby, l'ancien ambassadeur d'Israël, on était tous des pro-arabes, anti-israéliens, anti-sionistes, et parfois on nous qualifiait carrément d'antisémites, ce qui était scandaleux. Et parfois, rarement, mais parfois à l'intérieur de la maison. Alors moi, j'ai vu émerger ces néoconservateurs, c'est sur le conflit israélo-palestinien, puisque c'était l'un de mes dossiers qui nous mobilisait considérablement et qui suivait plutôt, disons, la ligne américaine, très pro-israélienne. Il ne fallait pas trop critiquer Israël. Et voilà, donc un moment où on était en désaccord total, c'est quand il s'est agi d'inscrire le Hamas et le Hezbollah comme organisation terroriste, parce que nous étions soumis à des pressions, et moi personnellement, considérables des Américains. Alors nous expliquions, à l'époque, le Hezbollah était élu démocratiquement, faisait partie du paysage, c'était une formation sociale, à la fois politique, et effectivement avec des éléments qui parfois on peut qualifier de terroristes, et d'ailleurs nous en avons été victimes, et pareil pour le Hamas, mais ça c'était avant l'élection démocratique. On va passer un petit peu de musique. Le mouvement palestinien, islamiste, et penser que c'était mieux de pouvoir garder un dialogue. Et d'ailleurs, c'est après mon départ, et c'est lié peut-être, non pas à mon départ, donc on a inscrit le Hamas comme organisation terroriste sous la pression des Américains, et c'était la volonté probablement de Jacques Chirac de donner une sorte de compensation aux Américains après, disons, ce différend très grave et très sérieux entre Paris et Washington autour de la guerre d'Irak et de l'intervention irakienne. Donc là, il y a eu un changement de politique et l'influence des néoconservateurs, des occidentalistes, comme on les appelait, a été assez forte. Et puis, il y a eu progressivement une montée en puissance. Pour terminer, et vous n'en parlez pas tout à fait dans votre livre,
Vous êtes proche de Jacques Chirac, qui vous a confié de nombreuses missions très sensibles. Comment expliquez-vous le revirement de Jacques Chirac, très opposé à la guerre d'Irak, et ensuite, finalement, non seulement sur le dossier que vous venez d'évoquer, mais sur l'autre dossier, rentrant un peu dans le rang, parce que finalement, le tournant pro-américain ou un peu proche des néoconservateurs n'a pas été pris par Nicolas Sarkozy en 2007, mais était déjà un petit peu avant. Comment vous expliquez que Jacques Chirac a pu s'opposer si fortement à la guerre d'Irak et aux Américains en 2003 pour finalement plus adhérer à leur programme stratégique à partir de 2004? Oui, enfin, ça, j'ai pas tellement beaucoup, parce que moi j'étais en poste, donc à l'époque en Tunisie, ils ont beaucoup d'éléments d'analyse ou d'informations sur le Hezbollah, le Hamas, c'était pas tant, et cette année, bien au-delà, c'est une évolution, parce qu'on voit aussi les évolutions contraires, hein, donc, par exemple, Nicolas Sarkozy, qui apparaissait pro-américain, pro-israélien, en est revenu. Il y a eu aussi François Hollande, je pense. Est-ce que c'est véritablement un changement de cap total? Je ne le crois pas. C'est-à-dire que globalement, l'une des continuités de notre diplomatie, c'est qu'elle était quand même indépendante, même s'il y a des rapprochements, donc qu'on peut critiquer pour toutes sortes de raisons, pour des raisons d'opportunité, de contexte régional ou international. Mais la ligne, disons, gaulo-mitterrandienne, même chez des gens comme Sarkozy, finalement sur le dossier palestinien, moi qui ne suis pas un sarkozyste à le défendre, quand il a été le premier chef d'État à favoriser l'adhésion de l'autorité palestinienne aux Nations Unies, et quand, dans une déclaration européenne sous président suédois que nous avions favorisée, il a été le premier à dire Jérusalem, capitale de 2 États. Et on a vu après François Hollande, parce que j'étais présent dans la délégation lorsqu'il est allé en Israël et en Palestine, hésiter en disant je ne vais pas reprendre le même langage. Alors là, j'étais très vigilant auprès de son équipe en disant attention, parce que moi je ressors la déclaration de Nicolas Sarkozy à la Knesset. Alors finalement, il est revenu, et puis il est revenu aussi de sa relation comme Sarkozy avec Netanyahou, parce que Netanyahou a trompé Nicolas Sarkozy comme il a trompé aussi François Hollande. Voilà. Alors bon, on peut s'interroger maintenant sur la prise de position actuelle du président de la République, mais je pense que lui, et d'ailleurs il l'a déclaré, je le pense sincère de ce côté-là, il est plutôt sur ces dossiers importants sur la ligne gaulo-mitterrandienne, globalement. Merci Yves Aubin de la Messusière. Je renvoie à la lecture de votre livre, Profession diplomate, paru chez Plomb. Je laisse au lecteur découvrir les demandes spéciales qui vous étaient adressées lorsque vous étiez ambassadeur à Rome, où le palais Farnèse avait suscité beaucoup de convoitises plus ou moins discutables, auxquelles vous êtes opposé avec force et dignité, et également votre jugement sur les bons et les mauvais ministres des Affaires étrangères qui émaillent également votre parcours. Voilà, que des choses intéressantes à découvrir. Merci beaucoup Pascal Boniface. Merci à votre invité d'avoir été présent avec nous au bar de l'économie sur IDFM. Pour ma part, je vous retrouve dès demain, bien sûr, pour une autre émission. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission du jour sur le site, sur la page, Facebook, bar de l'économie. Je vais vous souhaiter une très belle journée. C'est vrai, un peu dans la grisaille aujourd'hui, mais ça ira mieux demain. Au revoir.